Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à Se discuter et comprendre. Nous sommes très heureuses que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. On- Et voilà. Nous allons commencer. 31 mars 2026, donc c'est notre 24e Discuter et comprendre. Thank you for being here today. We're going to start slowly. People will keep joining in. I'm very grateful for our panelists to be here today. Très reconnaissante à nos panélistes d'être là aujourd'hui. Donc, Cécile Rousseau, oui, effectivement. Nous avons avec nous aussi Julie-Christine Coton et Siobhan Wilkinson. Je suis donc Christine Morin, directrice adjointe Talent Culture Expérience employée au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Nous avons un panel qui est bilingue aujourd'hui. We're going to go back and forth in English, and if you need any translation in the participant side, we will do imperfect translation. Christina va aussi mettre des considérations pour que vous puissiez avoir des captions en français ou en anglais pendant la rencontre. Donc, ce qu'on voudrait commencer par faire aujourd'hui, c'est se rappeler, pour ceux qui viennent régulièrement discuter et comprendre, et sinon, prendre le temps d'adresser pourquoi on a mis en place les activités de discuter et comprendre. Dans le fond, un des objectifs de ces activités, c'était de créer des espaces de co-apprentissage réflexif qui nous permettaient de favoriser ou d'accélérer, si on veut, le développement d'une posture inclusive. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'avoir des conversations sur des sujets qui touchent de près ou de loin la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance. Et évidemment, là, on veut juste gérer les attentes en vous disant que vous ne sortez pas d'ici nécessairement avec une liste de choses à faire ou une prescription d'actions spécifiques, mais on veut plutôt avoir un angle réflexif, déconstruire ensemble ce qu'on pense savoir ou ce qu'on sait d'un sujet, avoir des perspectives variées qui sont exprimées et également pouvoir reconstruire là, notre compréhension des enjeux qu'on aborde dans les discuter et comprendre. Je le disais tout à l'heure, ce sera un événement qui va allier le français et l'anglais, des traductions imparfaites. Donc, on est très contente de commencer. Je pense que Christine a déjà mis les indications pour la traduction, les sous-titres avec traduction dans le clavardage. L'événement est enregistré, des ressources seront partagées pendant l'événement, mais aussi à la suite de l'événement, après les discuter comprendre, on vous envoie un courriel pour regrouper ensemble là, toutes les ressources qui sont partagées par nos panélistes sur le sujet du jour. Également, vous aurez un petit questionnaire d'appréciation après l'événement. Donc, comment ça fonctionne, les discuter et comprendre? On ouvre la table, tout le monde ensemble. On va faire un tour de table avec les panélistes qui vont se présenter. Ensuite, on vous invite, l'idée des discuter et comprendre, c'est vraiment d'avoir une discussion avec vous, les participants et les participantes. Donc, on vous invite à lever la main, on vous invite à écrire dans le clavardage pour partager des réflexions, des questionnements que vous avez en lien avec les sujets du jour. L'objectif, c'est de demeurer dans un état d'esprit inclusif dans ces échanges-là. Donc, Christina va aussi mettre dans le clavardage des petites considérations pour un dialogue inclusif. On vise toujours à terminer vers 12h55, mais comme le temps passe très vite pendant ces échanges-là, on se cible le 12h55 parce qu'on sait que vous devez transitionner, mais parfois, on termine à 13h. Donc, encore une fois, merci d'être là à tous les participants, toutes les participantes. Merci à l'équipe des IA qui a contribué à l'organisation de cet événement et à Christina qui fait la co-animation et la gestion du clavardage. Merci, Christina. Donc, je lance le tour de table avec les panélistes. So, I'm going to introduce the panelists or I'm going to invite them to introduce themselves. So, Julie-Christine, si vous pouviez commencer, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le discuter et comprendre. Merci aussi pour l'invitation. Je me prenais des notes pour voir comment j'allais me présenter. Puis j'ai comme envie de vous dire que moi, comme point de départ, j'ai envie de vous dire que j'ai été socialisée dans les cadets de l'armée de 12 à 19 ans. Donc, moi, de 12 à 19 ans, je passais mes étés sur les cadets de l'armée. Donc, le conformisme, je connais. Initialement, je voulais un cours de peinture abstraite, mais mes parents trouvaient que ça coûtait trop de sous et on m'a inscrite plutôt au cadet de l'armée. J'ai excellé dans le conformisme.
Après ça, j'ai fait mon petit chemin. J'ai fait mes études en éducation spécialisée, puis en psychoéducation jusqu'au doctorat. Et tout le long de mes études, j'ai travaillé dans des milieux très axés sur la conformité, qui est les centres jeunesse et la pédopsychiatrie. Ça a été très formateur, mais j'ai aussi pu voir certaines violences qui peuvent sortir de tels milieux, notamment avec des personnes déjà vulnérables. Et maintenant, je suis professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, où j'aime beaucoup travailler. Je suis une professeure neurodivergente qui vient de sortir de longues démarches pour avoir accès à des mesures d'accessibilité. J'aime mieux dire accessibilité que accommodement. Ça a été un chemin peu tranquille. Au besoin, je pourrais en reparler. Je suis directrice scientifique du labo inclusif, dont la prémisse est d'embaucher des gens avant tout pour leur savoir expérientiel et après, je les paye pour les former à la recherche. C'est un modèle d'affaires qu'on pourrait questionner, mais d'un point de vue de valeur, c'est quelque chose qui est très aligné avec ce que j'aime faire. Dans mon labo, il y a beaucoup de personnes neurodivergentes, LGBTQ+. Donc, j'ai des auxiliaires autistes, trans, et c'est très neurospicy. On a dû mettre des moyens en place pour que ça soit bien. Je m'intéresse au stress minoritaire chez les populations neurodivergentes et LGBTQ+, et je m'intéresse au stigma chez les personnes qui consomment des drogues. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Julie-Christine. Bienvenue. I would invite Siobhan Wilkinson to take the stand. The mic is yours, Siobhan. Thank you for accepting our invitation today. Thank you for having me. So my name is Siobhan. I am a community support worker at the Black Community Resource Center. So the reason I kind of got what the Black Community Resource Center does is we help the Black community, mainly English-speaking Black people in Montreal, navigate like bureaucratic systems in the city. So anything from health services to job seeking to housing, that type of thing, accessibility services. We also do a lot of like just community building workshops and things like that. I've started working with them because I myself am an English speaking immigrant. I moved here from South Africa 10 years ago, and I relied on services like the BCRC to navigate my way through and like settle into Montreal. Yeah, we're currently working on a patient advocacy program which helps Black people, mainly elders and newcomers, to navigate the medical system and just decrease anxieties and avoidance when it comes to seeking medical assistance. And I think that's like why I kind of ended up here today, because code switching and feeling like you don't belong is one of the main reasons that my community ends up avoiding the medical system. And I want to explore what people are doing to counter that and what everybody in this type of industry thinks about it. Thank you so much, Siobhan, for accepting our invitation. And I think that perspective is so important. I'm glad you're here, and we're going to bring up a different perspective on the need for the community we serve and the users of our from within our communities to feel like they belong, right? So thank you for that. Et la dernière et non la moindre, Dr. Cécile Rousseau, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Christine. Alors peut-être c'est ça, je suis clinicienne et puis chercheur, donc j'appartiens à des grosses institutions depuis longtemps. Je suis aussi une vieille dame et une grand-mère. Et c'est important parce que je crois que quand je regarde les 50 dernières années, I can see that our institution and society as a whole, the request for conformity has grown over decades, and sometimes I'm worried about our legacy to young people in an over-conformist society. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Merci pour cette réflexion d'introduction. Et ça fait un peu écho aux raisons pour lesquelles on avait envie de discuter de ce sujet du conformisme, the cost of fitting in. Il y avait plusieurs angles qui nous ont interpellés quand on réfléchissait à ce sujet. Puis il y en a déjà qui ont été nommés là, par certaines d'entre vous. La question de la conformité au sein de nos équipes de travail, des équipes de travail dans tous les milieux de travail, c'est une question qui mérite réflexion. Puisque de plus en plus, on comprend quelles sont les retombées de ce conformisme-là, mais aussi la question qui touche les populations qu'on dessert au sein du réseau de la santé, notamment la question de l'appartenance. Et quand Siobhan nommait the idea that maybe when you don't feel like you belong, you're going to avoid the services and the healthcare that providers. So that's an important question because we will never know who's not coming. Alors, comment on fait pour réfléchir à cette question sous l'angle de l'augmentation de la reconnaissance et de l'appartenance des populations qu'on dessert? C'est des questions qui sont quand même complexes, mais on a des bons panélistes pour les adresser aujourd'hui. Donc, on va tout de suite sauter dans le bain et on va commencer avec la première question pour les panélistes. Je répète à tous et à toutes là, que vous êtes les bienvenus pour écrire dans le clavardage, partager vos réflexions, vos questions, mais aussi lever la main. Siobhan, the first question would be for you. So when you hear fitting in, what comes up for you, or how do you distinguish between the dichotomy of fitting in and belonging? So I think that like fitting in is when I'll start with like what I see as the biggest differences between the two. I think that fitting in is like changing yourself to the environment, and belonging is when the environment just accepts you for how you are. And with fitting in, there comes this quiet, invisible labor that like I think is the thing that can wear somebody down over time. It's the mental checklist when you're thinking about how do I need to sound, what language do I need to speak, which parts of my personality do I need to tone down? What do I need to amplify? It's a lot of mental gymnastics, I think. And it feels non-exhausted in the beginning, but I think it's something that with time can become quite tiring. Thank you for jumping in first. And I think it's a very interesting consideration you're bringing into light. Donc, ce que Siobhan disait, pour les personnes qui ont besoin d'une petite traduction imparfaite, c'est qu'il y a cette dimension, quand on parle de fitting in ou de conformisme, de travail invisible. Donc, je n'ai pas la meilleure traduction pour labor, mais il y a le poids du travail à faire qui est invisible, de si je viens à me conformer, qu'est-ce que je diminue ou qu'est-ce que je camoufle comme partie de moi-même et qu'est-ce que je démontre ou qu'est-ce que je laisse sortir. Donc, ma traduction, je l'avais bien avisée, elle était parfaite. Je serais curieuse, Julie, Christine ou Cécile, de vous entendre sur la même question. Donc, quand vous entendez se conformer, qu'est-ce que ça évoque pour vous ou comment vous comprenez la distinction entre se conformer et appartenir? Ben, pour moi, mon premier réflexe, il y a comme une contraction presque physique qui se fait maintenant quand j'entends le terme se conformer. Et pourtant, je suis capable de voir toute la pertinence de le faire dans certains moments. Mais d'abord, ce qui monte d'abord, c'est une certaine crainte, méfiance, parce que je trouve que le conformisme n'est pas toujours utilisé pour les bonnes raisons. Mais cela dit, le conformisme, pour moi, il peut être utile. Je trouve que des fois, ça l'affecte beaucoup ma créativité. C'est un peu comme si la porte d'entrée dans une équipe ou dans un milieu, c'est d'abord de se conformer. Pour moi, ça va nuire au développement de mon sentiment d'appartenance. Mais si, à l'inverse, la porte d'entrée, c'est d'arriver avec mes couleurs puis de faire avec celles des autres, bien là, après, le conformisme bien ciblé devient beaucoup plus facile puis logique pour moi à mettre en place. Puis ça m'a beaucoup touché, qu'est-ce que Siobhan a dit. Dans le fond, tu parles un peu de l'effet caméléon. Un caméléon, ça prend la couleur d'une pièce. Fait qu'au final, si tu n'ajoutes rien au décor, comment tu peux dire que tu appartiens à ce décor-là? Moi, je suis plus dans une approche depuis quelque temps d'authenticité presque radicale. Ça vient avec ses bienfaits, puis ses moins bienfaits, ses méfaits. Puis je dis souvent,
Authenticity, c'est my savior and my labor at the same time. Je le vois un peu comme ça. Je dirais ça pour l'instant. Merci, Julie-Christine. Cécile. C'est ça, je pense que je lis plus la question de la conformité. Je sais que c'est ce qu'on demande à nos étudiants en médecine, à nos résidents, à tous les étudiants qui deviennent des cliniciens. On les évalue toujours en disant est-ce qu'ils sont conformes aux attentes? Et pour moi, ça pose toujours la question, est-ce que c'est une bonne chose d'être conforme? Pour moi, la conformité, ça évoque au niveau de notre système de santé deux choses. The first is structural violence. So the fact that our access, help-seeking paths, standards are usually biased toward socioeconomic groups, so middle-class people or high-class people, and a particular culture and way of seeing the world. So there is a lot of structural violence beneath the standardization paradigm. I'm not saying standardization as a researcher, I couldn't say is never good. I'm just saying it may hide a lot of inequities. And the other thing, which is kind of related, is the normativity paradigm imposed to clinicians, which I think shrinks or reduces the capacity for autonomy, creativity. And I think this is another source of violence toward the providers and of restriction of what's possible within care and maybe of the essence of care in itself. Donc, je vois la question de la conformité comme utile dans une certaine mesure, mais aussi très problématique en ce moment. Puis là, on parle de conformité dans son ensemble. On n'a pas décortiqué une conformité à quoi, une conformité à quel niveau, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont dans le background que Cécile vous nommez, mais vous ne nommez pas, qui est la question des normes de pratique, par exemple, ou les conformités à des standards de soins, qui est une autre question que la question que peut-être qui est soulevée par Siobhan ou par Julie-Christine ou par d'autres de vos propos là, sur la conformité dans son essence, dans son être, dans ses valeurs, dans ses pratiques personnelles au sein d'une équipe, par exemple, au sein d'une institution. Si on prenait un petit peu, si on décortiquait un petit peu plus en avant là, cette question de la conformité, quels sont les signaux, selon vous, là, qui sont même parfois subtils, qui pourraient être des signaux indicateurs là, qui seraient plus sécuritaires de se conformer que d'être authentique, justement, dans un milieu? Peut-être que j'aurais cette question-là pour Julie-Christine en premier. Moi, souvent, plus un contexte est formel, plus j'ai réflexe de penser que c'est plus sécuritaire de performer. Plus je vais ajouter une couche à mon authenticité, parce que oui, je suis dans une posture plus d'authenticité, parfois radicale, mais je ne suis pas non plus tête en l'air, là. À un moment donné, il faut quand même être stratégique. Le type d'humour utilisé, de commentaires, de sous-entendus, les non-dits, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aussi, ce qu'on voit des personnes qui sont plus authentiques, est-ce que les gens qui osent affirmer certaines idées après vivent du rejet, vivent un peu... je ne suis pas toujours bonne à bien comprendre les questions, mais si j'ai bien compris la question, c'est ça que je dirais. C'est difficile pour moi je pense que la formalité est peut-être le signal le plus subtil pour moi. Plus c'est standardisé, formel, plus je déploie mes couleurs d'une manière en étapes. Là. Moins d'arc-en-ciel au départ, plus de monochrome. Ouais, on y va progressif. Thank you for that. Merci, Julie-Christine. Siobhan, would you like to go again on this question of, what would be the signals that suggest it's safer to fit in? Yeah, this is something that I think a lot about. I think, well, for context, I grew up in South Africa, like post-apartheid. I was born right after the regime ended. And I think, like, that being said, that comes with a big culture of
and not even a culture, a reflexivity of picking up signals to adjust my behavior. Like since I was very young, it runs in my mother, in my grandmother, and the things that I think about. I kind of like wrote little briefs of the questions, so I'm like looking to my notes. But the things that I think about is like watching for tones, and this is something that I see with like the elders that I work with, like when they speak about their experiences at a CLSC, like booking appointments, we're always watching for how we're being spoken to. Is this person impatient? If they are, then we're probably not going to ask for what we need. You know, is this person like sounding welcoming, sounding opening? If they are, maybe that will open the doors for us to address our needs. Same thing with language, like how do they respond when we say hi or hello? You know, like what is that going to sound like? Also just things like gauging the seriousness of an issue. Like if you come in and you say, I'm in pain, and it's like either it's played up or it's played down, I think it's always like I will temper myself and maybe play down. And I see this again with like the people that I work with. We'll like play down our circumstances until the setting is created for us to be like honest and authentic about what we're currently experiencing. And that's completely dependent on like the reception that we get from our request for help. And like that request for help is always going to start off like, in my experience, has always started off as like trying to make yourself the smallest inconvenience as possible. I don't know if that's kind of the signals that I look for. But I think it's also like I'm naming signals, but I'm also naming the signals that I am giving, and I see people giving to receive signals back. Thank you for that. There's a lot to unpack here. Do you mind if I translate this perfectly in French? Yeah, I'm not sure everyone actually did the translation, mais you know, and I'm going to paraphrase because I'm doing my best here, but il y avait une question ce que Siobhan nommait, c'est qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles regarder quand on parle de signaux dans l'environnement. Il y a plusieurs choses qu'elle regarde et qu'elle dit que les gens qu'ils accompagnent dans le programme Advocacy for Patients, c'est des éléments de l'environnement, comme par exemple le ton. Il y a comme un attunement qui existe sur le ton, comment l'accueil, comment la personne est accueillie, la voix, les choix de mots. Et ce qui était nommé également, c'est comment on reçoit la sérieux, je ne sais pas comment traduire en français, l'importance d'un sujet qui est amené, par exemple, en consultation. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est perçu comme étant aussi sérieux que ce qui est apporté? Donc, il y a une intention pour les personnes usagères qui sont accompagnées par le programme dans lequel Siobhan travaille, de peut-être play down, de minimiser les enjeux qu'ils vivent pour se retrouver à ne pas se sentir des poids ou finalement, c'est une façon de se conformer là, au bon patient attendu là, dans le soin, dans le service. Peut-être pour rajouter là-dessus, moi je ferais la différence entre des domaines de diversité que nos hôpitaux, que nos institutions disent accepter. Par exemple, tous les hôpitaux, les écoles disent « nous ne sommes pas racistes » et nous ne discriminons pas les gens qui ont par exemple des problèmes de santé mentale. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et en fait, les gens peuvent sentir, et ça, il y a toute une littérature là-dessus, sur le fait que le racisme ambigu est quelquefois beaucoup plus blessant parce qu'on sent qu'on est traité différemment. On peut ressentir l'injustice, but you cannot name them because people will say, oh, racist, of course not, we're not racist. But you know, there is a problem with whatever. Okay, so ambiguous rejection, which is not named, which pseudo acceptation is sometimes even more difficult. The same with depression. If somebody has a history of depression, of course they will be stigmatized in their work milieu and looked at with distrust. But no, we do accept, and of course there's no stigma around mental health. Alors je pense que là, il y a quelque chose qui est difficile, mais qui
s'oppose au fait que dans notre espace, au Québec, dans notre espace social divisé, beaucoup de choses sont très difficiles, peu nommées parce que trop sensibles, mais ça dépend où vous êtes. Par exemple, la langue. Pour des francophones, dans des institutions anglophones d'enseignement ou de santé, ça peut être très difficile de parler en français et on peut se sentir marginalisé. But for an Anglophone in other regional services and education institution, they may have exactly the same thing, but it's difficult to name. These are very old conflict and division in Quebec society, historical ones, which are very difficult to name among ourselves. Political position, to think of the Middle East conflict going on now. In some institution, it's very difficult to discuss that. It's clearly divisive and not welcome. And people, but it is structuring and reenacted in teams. And people may feel unsafe and they will censor themselves for a whole part of their life because it's too sensitive. Yeah, thank you for that. C'était plein d'exemples très explicites. Avant, peut-être que je te passe la parole, Julie-Christine Chauvin. I feel like you wanted to add something. I did, but honestly, Cecile has said it all. But Okay. yeah. Thanks. Julie-Christine? Mon Dieu, il y a tellement de tiroirs qu'on pourrait ouvrir en ce Oui. moment. Juste avant de rebondir sur ce que Cécile vient de dire de tellement important, j'ajouterais là plus précisément avec la question, plus il y a des protocoles élaborés, pointus, plus j'observe qu'il y a une rigidité par rapport à l'exception potentielle. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les automatismes, là, et ça rejoint, puis d'ailleurs, les fameux formulaires, qui moi, j'ai énormément de misère à comprendre ces documents-là en général, et pourtant j'ai un doctorat. C'est très neuronormé aussi. Et ce que Cécile amène est très intéressant. Quand on parle d'inclusion, ben oui, on est inclusion, mais souvent les gens font de l'inclusion en étant très normatifs dans leur manière d'inclure. Par exemple, j'ai souvent entendu dire, ben nous, on est vraiment inclusif envers les personnes autistes. Là, on n'utilise pas le téléphone, on parle juste en personne avec eux parce qu'on le sait que le téléphone n'aime pas ça. Alors que c'est faux. Il y a des personnes autistes qui, au contraire, le fait d'être au téléphone, ça va enlever plein de stimuli, ils vont pouvoir mieux se concentrer. Donc, je trouve que des fois, on veut être inclusif. Et là, on se fait des protocoles d'inclusion. Ils vont être tous pareils pour toutes les personnes neurodivergentes, toutes les personnes trans, toutes les femmes, toutes les personnes racisées. J'exagère, mais je trouve qu'il y a une tendance vers ça. Donc, on reproduit quelque chose aussi du système quand on fait ça. On n'a pas de mauvaises intentions souvent, mais effectivement, j'observe ça assez souvent. C'est aussi la question de puis c'est quelque chose qu'on discutait dans une rencontre de préparation pour aujourd'hui. C'est aussi la question parfois de simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc, la question de l'inclusion, la diversité, c'est extrêmement complexe, puis c'est peut-être une façon de simplifier ça. On va le faire pour un groupe, on met tout le monde dans le même paquet. On ne prend pas en compte, par exemple, la question de l'intersectionnalité, mais on ne prend pas en compte la question de la complexité de ces situations. En tout cas, sans aller trop loin vers une autre dimension. Là. Parce que je vois qu'on a, je crois, une main levée. Christina, am I making this Justement, up? toi, Jessica, tu lèves la main, tu descends la main. Je vais juste ouvrir ton micro si tu veux prendre la parole. Parfait, excellent. OK. Je voulais juste rebondir sur un commentaire de Julie-Christine Coton que je trouve extrêmement enrichissant parce qu'elle a soulevé un point, c'est que quand que les procédures, les protocoles, les procédures sont rigides, ça crée un obstacle à l'expression de l'authenticité et de la créativité. Fait que dans des organismes où il y a beaucoup de hiérarchie, il y a beaucoup de protocoles stricts, rigides, ça, c'est vraiment un obstacle, un obstacle à l'expression de notre authenticité. Puis ça, je pense qu'il faudrait, ça mériterait une réflexion en profondeur.
Merci, Jessica. Il y aurait Merci. aussi une autre question dans le chat de Marie-Claire qui nomme la réalité d'intervention actuellement auprès de clients ou d'usagers qui ont vécu des situations, des réalités de violence institutionnelle. Cécile, tu l'as nommé plus tôt en lien avec le racisme spécifiquement. Elle pose la question en voulant savoir est-ce que vous avez des conseils, mais aussi je serais curieuse de savoir comment ça se manifeste un peu en lien avec la prochaine question. Quels sont les normes ou les mécanismes qu'on peut retrouver dans le réseau qui peuvent renforcer justement cette conformité puis qui englobe cette violence institutionnelle structurelle? Peut-être simplement par rapport à ça, ce qui me paraît important, c'est, et effectivement on le rencontre beaucoup, c'est que la tendance par rapport à des questions comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, qui sont en augmentation dans notre société, qu'on retrouve évidemment dans nos institutions, la tendance parce que ça, c'est une injustice, c'est une violence, c'est souvent de moraliser ou de blâmer. Les réponses moralisantes ou blâmantes à l'intérieur des équipes, là je ne parle pas d'incidents extrêmes, sont habituellement inefficaces et même souvent renforcent le problème. So if you tell somebody you're racist, you're probably right, but will that make things better for future patient, for future interaction, for team interaction? The answer usually is no. Why? Because people who are blamed conform themselves, exactly as we say but then retaliate in other ways. So the idea is, in terms of intervention, is to use a we. We collectively are, as a society who still have a lot of prejudice, a lot of discrimination against numerous people who do not fit in. Of course, racialized people, but also still women and people who are gender diverse, and so on and so forth. So the idea is, if we address it as a we, then we could invite un processus de décentration to say, our society is trying, but it's not perfect, and this could be very hurtful for you, and we as a team should question ourselves. How can we do it better? En tout cas, c'est un très long sujet, mais je pense que cette idée d'éviter le blame and the finger pointing and to assume a position which I call of political responsibility. We are all responsible for what's happening and the exclusion in our society. It's not us or them. We have to assume it as a whole. Thank you for that. I think it brings a different light also, right, to this polarisation question. That's qui est sous-jacente. Siobhan, Julie-Christine? I think that the we factor is extremely important. Something that I also thought about with question 2, and like it relates to what Cecile was just saying, is that, yeah, a big part of countering racist rhetoric and culture, I think, not unfortunately, but it's unfortunate because it's not the case, is exposure therapy and like seeing more Black and brown people and gender diverse people and openly neurodiverse people in positions of power within these institutions, in like the workforce more regularly and more abundantly. I think it's easy to avoid a topic when most of the people in that space are not coming face to face with that topic every day, you know, and like if you're working in more diverse situations, it becomes easier to have these conversations and normalize having the uncomfortable conversations and like working through these issues of discrimination. Yes. Merci, Julie-Christine. Oui. C'est très, très intéressant parce que oui, je pense qu'il y a une clé dans la valorisation de la diversité au sein des équipes. Puis, je trouve ça très intéressant qu'est-ce que Dr. Rousseau a amené.
moi, au départ, là, dans mes débuts là, de jeune chercheur, en 2017, je voulais tellement être inclusive dans mon labo, puis là, je voulais que ce soit un safe space, puis au final, j'ai eu beaucoup de réflexions parce que je me retrouvais constamment épuisée et je trouvais que finalement, je ne faisais pas de la bonne recherche. Et j'ai découvert un concept qui a vraiment changé mon parcours de chercheuse, c'est le Brave Space, l'espace brave, l'espace courageux. J'ai binge lu là-dessus pendant quelques nuits. J'ai trouvé ça a été ma clé pour moi. Et donc, je suis passée d'une posture de prendre soin de l'autre à prendre soin de la relation et donc autant de l'autre que de moi. Et il y a comme une responsabilité mutuelle dans cette inclusion-là. Et maintenant, j'en parle dans toutes mes conférences. Pour moi, c'est tellement nécessaire de... Moi aussi, j'ai des besoins, j'ai des préférences communicationnelles. La personne aussi, comment on peut se rencontrer, de créer cet espace de dialogue-là où chacun parle de ses besoins dans toute la diversité est vraiment importante. Puis je pense que ça aide au processus de décentration que Dr. Rousseau parle. En tout cas, moi, ça m'a vraiment enlevé beaucoup de pression et j'ai une meilleure santé mentale depuis. Merci pour ça, Julie-Christine. Je voudrais voir si on a d'autres mains levées avec Christina. Ah, justement, Anna-Maria. Juste permettre le micro. Allez-y, Anna-Maria. Vous êtes toujours en sourdine. Juste débloquer le micro. Alors, Anna-Maria, on ne vous entend pas encore. Je ne sais pas si peut-être de mon côté, je peux vous aider. Christina, maybe you can. Oh. Okay, sorry. Is that better? Yes. Yes. Okay, sorry. So I just wanted to ask, I don't know what's coming in the next 15 minutes. If you're going to approach strategies that can be put into place. But I'm just wondering if, because there is a level of discussion that is needed, like we have des commissaires de plainte, right? That are there in place in case somebody has a difficulty or has a problem and wants to address it in the healthcare system. And I'm wondering if that level of that should be included. Like what is the, apart from the difficulty, like just addressing person didn't get the care they thought they needed, or how can we include that discussion on the person felt that there was a racist remarks or they weren't listened to, it like a whole different approach in that level of intervention that is taken when they're going back to the team to review how, because we have to always look at what's the easiest small steps that we can take to make changes, because it's a global problem. Yes. So I think that could be a simple first step, where the commissaire des plaintes is the person that does address those issues and makes it a possibility for people to bring up those specific issues. Because often we're just talking about direct, what occurred, what was the intervention. So a bit more sensitivity to those issues. Alors, c'est un point intéressant que vous soulevez, mais qui est délicat. Parce que finalement, donc il y a un côté où c'est bien que les personnes qui vivent des injustices aient une voix et qui puissent se plaindre, que ce soit entendu. Ça, je pense que c'est très important. D'un autre côté, je pense que our institution overall have really moved toward a blame paradigm and to being what some of my colleagues call risk adverse. So people are so petrified to be blamed that they're totally paralyzed, making sure to always say the good thing, doing the good thing, which slow our system in a terrible way because nobody wants to take any risk. And I think that taking risk and making a mistake is absolute part of good clinical work, of good human interactions. You know, sometimes we hurt people inadvertently. Let me give you an example. In a departmental meeting at some point,
I address the generational gap in the department by saying we old people, because I saw that we had a lot of power. I inadvertently, I hurt my colleagues. I considered myself as an old people. They were very offended and saying, how dare you? And I said, so what's the good word? And they said, well, we are seniors. I don't know, Siobhan, maybe in South Africa, being an old people would be a respectable category and not an offensive one. But, you know, so this is the idea is, how do we, I'm not against complaints. I'm just saying we need to move on toward taking risk and knowing that human interaction are about hurting a bit each other, not always being understood the same way. How do we create the capacity for that dialogue in a, I wouldn't say safe enough, but I think if I had a suggestion, I think we should go back to team meeting where we discuss clinical cases, where we discuss difficulty and challenges without being afraid of being blamed, toward opening up with a clientele to see and hear about their discontent. So I think that this horizontal mechanism of dialogue and interchange have largely disappeared, and I think we should go back to them. I think that's so interesting. If I may, jump or piggyback on your intervention, Cécile, because at the same time, it's these spaces of friction, of exposing different perspectives. C'est quelque chose qui parfois, dont le temps nous manque. Donc, de mettre quelque chose au centre, que ce soit dans un contexte clinique ou même dans un contexte administratif, et de cette tempête d'idées avec des perspectives différentes. Nous, on a fait des groupes de travail pour recenser les défis et les obstacles organisationnels en lien avec l'équité, l'inclusion, l'appartenance. Et ça a été quand même souvent nommé par ces groupes-là, le manque d'espace pour avoir des échanges ou des perspectives variées valent la peine d'être entendues et sont considérées sans faire l'objet d'une pression à la conformité. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui est, do we still have space for friction that is non-consequential? Is a question I wonder, both for clinical settings and for admin settings as well. Julie-Christine? C'est tellement intéressant. Au sein de mon labo, j'essaie de créer cet espace-là, cette culture de l'expérimentation, et je pense qu'une des clés peut être de le dire à l'avance que ici, on valorise les apprentissages. Et ce que je fais souvent, tu sais, comme on a fini par, pour me sortir, là, j'avais différentes difficultés là, que je vivais comme chercheuse qui dirige un labo et qui se veut inclusif. Et finalement, dans un formulaire d'intégration, je pose la question, en cas d'insatisfaction ou d'inconfort par rapport à quelque chose qui te concerne, comment t'aimerais que je procède pour t'en parler? Et moi aussi, je réponds à cette question-là. Donc, ça dit deux choses à la personne. De un, ça dit, bien, s'il y a des tensions, des insatisfactions, on va en parler. Et ce que ça dit aussi, c'est tu peux le faire toi aussi. Toi aussi, tu peux me dire qu'est-ce que je fais aux besoins qui irritent, même si c'est moi qui t'embauche. Puis ça dit même une troisième chose, ça dit que je vais faire de mon mieux pour prendre soin de la relation quand que je vais adresser ça avec toi. Fait que je pense que d'aller dire en amont, bien ici, c'est un espace où on veut de la rigueur, mais où est-ce que forcément, pour être rigoureux, il faut expérimenter et on se met des mécanismes en place où est-ce qu'on peut se nommer, se donner du feedback qui n'est pas toujours tout rose, des deux bords, bidirectionnel. C'est une piste qui m'a fait beaucoup de bien personnellement. Merci, Julie-Christine. Je vois que Anna-Maria, vous avez la main levée à nouveau. So we're inviting you to unmute. Okay. So I just was going to say, est-ce qu'on évite les réceptionnistes
qui ont un grand travail à faire. Des fois, des appels multiples pendant la journée, juste prendre des rendez-vous avec les clients, des choses comme ça. Ils sont pressés. But just taking that moment, what are you finding difficult in your day? What's most challenging? What happens when somebody gets upset with you? Not only how do you handle it, but how can we support you to handle it? That's, again, we're talking about just ensuring that there's that space that people get asked, because they deal with frustration, and I think it's the overload of work also that makes them react a certain way with the clients. No, j'ai pas le temps. I don't have the time to address myself to each specific person. So it's just the asking and also the allowing for there to be space for change. Thank you so much for that, Anna Maria. I don't know who in our panelists would like to bounce back or take the mic. I want to say that sometimes we forget the admin à la réception, hein, les gens qui font l'accueil, qui vivent des pressions multiples et pour qui les demandes sont quand même énormes. Alors, merci d'amener ça dans notre dans notre miroir, dans notre rétroviseur, dans notre pare-brise, tout ça. Cécile? Peut-être, Christine, peut-être ce que ça amène, et ça, je pense que c'est très important, c'est qu'on a parlé de différentes formes de marginalisation et d'exclusion qui peuvent appartenir à la clientèle, qui peuvent être toutes sortes de caractéristiques, mais il y a aussi une hiérarchie des positions dans des hôpitaux, mais c'est vrai aussi au niveau des institutions d'éducation. And this can be very difficult. So people who are what they consider and we consider at the bottom of the pyramid are essential, but very often feel unseen, not valued, and very often they are also racialized or minorities. So there is, we're really in an intersectional position there, because not having a voice, because you're not considered somebody, you're as if there was a mechanical function of being a receptionist. It's essential door of entry to our system, especially for the most vulnerable people who are digitally illiterate, you know, and so it's so important, but it's not recognized. So your point is very well taken. Et je vois que Anita, vous avez levé la main. Alors, je ne sais pas si on a réussi à déjà enlever votre micro, à débloquer le micro. Yep, I think it's working. Hi. Hi. I'd like to say that, well, the three panelists, it's a pleasure to hear you speak. And I think the workplace that you're cultivating and that you're encouraging, you know, unfortunately, it's not everywhere. And so what do you do? I mean, I know the obvious answer is, well, you talk to your manager, you talk to your supervisor, but I feel, you know, since all the changes that have been happening in the CIUS, you know, the shift from CLSC to, I think it was CIS, and then it became CIUS, and now we have GMS, which is where I work. We're so separated from, you know, all of this richness that I find the CIUS offers, like, you know, these MIDI conferences. There's a big disconnection. I mean, even forget with the Jewish or the CIUS, just from the CLSCs that we all used to be a part of. So what do you do if your environment is not, if you don't feel all the things that you're advocating for, you know, where there's a hierarchy, where people who should be very considered very important are not, where, you know, we're not even talking about, you know, need for multidisciplinary conversations and supervision. We're talking maybe just about having a safe and adequate space to work. If those needs are not being addressed, it's very discouraging, and I find it very stressful. It's almost like we all have our baseline for anxiety, but it's stressful to have to think about, well, do I have this? Do I have what I need? Am I going to be heard? If I ask for this,
am I going to be rejected? Am I going to be told you're being a troublemaker? You're asking for too much. So, and I'm, you know, and I don't want to, I think there are so many important issues that have to deal with that. And that's on a whole different level, but it starts with the smaller things. So what do you do? J'ai beaucoup d'idées là-dessus, et peut-être que Julie, Christine et Siobhan veulent s'adresser à ça. And I'll come back. Well, honestly, I am curious too. And I think Mhm. I've like you said, I have worked so carefully to cultivate a world for myself in like the work that I do and the communities that I exist in, where I don't have to be anxious about these things. But that also means surrounding myself with people who like share the same positionalities or similar positionalities to me. And like I also understand that that can be detrimental to my personal growth because I'm developing an echo chamber, you know? So it is a struggle, and it's something that I ask myself every day, and I try to challenge myself by coming to spaces like this, you know, where people are exploring these options. But I would love to hear from the other panelists what you guys think. Je rappelle que je ne suis pas toujours bonne pour comprendre l'orientation des questions, mais je pense que je vais partager des éléments quand même intéressants, enfin, je l'espère. Mon approche est souvent, j'ai beaucoup mûri dans les dernières années. J'aime mieux une approche à petits pas et moins frontale, avec beaucoup de bienveillance pour différentes raisons. Évidemment, je pense que c'est important d'avoir une approche qui est institutionnelle, qui vient chercher les personnes gestionnaires. Dans le chat, je l'ai vu, ça prend des gestionnaires inclusifs. Donc, donner des formations, des conférences uniquement aux personnes employées, pour moi, ça vient à la limite accentuer le débalancement, puis ça peut même créer des effets iatrogènes. Là. Vous pouvez dire ça dans un 5 à 7 si vous voulez avoir l'air hot, là. Mais effet iatrogène, c'est quand on crée des effets inverses à ce qu'on souhaitait. Donc, tu sais, puis je veux vraiment pas démoniser, là, par exemple, quand on offre des formations de pleine conscience à du personnel, par exemple, infirmier, mais en n'allant pas travailler à améliorer le système autour. Je ne dis pas que c'est tout mauvais. Je fais juste dire que ça peut venir accentuer parfois de la détresse. Et donc, je pense que la bienveillance est importante, d'avoir une visée organisationnelle. Et avec le temps, j'ai vraiment appris les bienfaits des petits pas. Même si c'est une formation que finalement, tu as 15 personnes puis tu as quelques gestionnaires, plutôt qu'une approche frontale, militante. C'est de mon expérience, c'est pas du tout gagnant. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que Dr Rousseau pourrait ajouter. Je pense, avec les décennies, j'ai appris, je reste idéaliste, mais à mener les batailles que j'ai eu petite chance de gagner. Presently, I would compare our health system, and Christina and Christine do not have to endorse my vision, but to the Titanic. But the Titanic, after it hit the iceberg, so the Titanic is sinking. And so concentrating on saving the boat is, you know, is a lost venture, and it's a lost battle. When the Titanic is sinking, what do you concentrate on? Safety rafts. Okay, and so what are, at your level, the safety rafts? I really believe presently in local teams, a local environment who can build resistance. And I would even say qu'il y a maintenant une éthique de la désobéissance. Je crois que ce qui est prescrit, les protocoles et les lois ne sont pas toujours éthiques. So I'm not saying everybody should do whatever. That would be chaos. But that local communities, local teams should reflect collectively what is best for our mandate and for us. And usually both converge to a certain extent and do it. And there's a number of
I would say, success stories in Quebec or in our environment, but it's difficult to create because it means, and that doesn't mean excluding les gestionnaires, mais vraiment se dire comment est-ce qu'on arrive à faire marcher des projets à petite échelle en se regroupant autour d'équipes, tout en sachant qu'on est partiellement en transgression avec ce qui est attendu en termes de conformité. Mhm. Et je pense que merci aux panélistes, mais merci aussi à Anita pour la question. Là, je pense aussi que dans la réflexion, il y avait un ingrédient qu'Anita mentionnait, and Anita, take the mic if I'm misrepresenting you, but around the question of creating safe enough environments for ourselves and safe enough environments for the users, the populations we serve. And I think that's, Siobhan, something that you also work in terms of, the program, the advocacy program for the users, right? So what does it mean to be making a space safe enough that we can belong? And on n'aura pas le temps de tout adresser, but I'd be curious to maybe have a little last round, un dernier tour de table sur cette question-là de comment on peut peut-être participer à la création ou voir à trouver des ingrédients pour que nos environnements soient suffisamment sûrs. I don't know, Siobhan, if you would like to start or just share a last round table on a thought around that creation of safe enough spaces. Well, in the work that I've done in the spaces that I create, it is what we have been saying towards the end of this. I think it's really just meeting everybody's basic needs first. Like you were saying this thing, what is the consequence of friction and how do we have friction inconsequentially? Whenever there is like conflict in a part of the community organizations that I volunteer at or work with, we'll discuss it over food. And like our whole morale is that conflict is best resolved over a full belly. And I think that's just like the philosophy that all your basic needs have to be met. If somebody comes into our office and they are looking distraught, we're going to offer them tea. We're going to invite them to sit down. And then we listen, that's always the next thing is like listen with a compassionate, with an empathetic ear, make sure that you're taking notes and paying attention so that you can like do a thorough needs assessment of what's going on. And I think that's difficult to do when everybody in the space is not feeling comfortable physically in their bodies. So the first thing is always to do what we can to make people feel comfortable in their bodies, make sure they're in a comfortable position, literally like sitting down, whatever. And then you listen and then you respond. And if there is another, like if the opposite side has to be heard, then like you share that. But I think it's first making sure that the person who is demanding a need like has what they need in the like in however way you can provide it. Yeah. Thank you so much for that. It sounds basic, but like so important, right? Cécile, Julie-Christine, un mot de la fin sur la création de ces espaces suffisamment sûrs? Peut-être simplement pour garder l'espoir, les très grands problèmes, on a un gros problème de contrôle et de conformité dans nos systèmes éducatifs et de santé, universitaires aussi, ont beaucoup de petites solutions. Ça nous permet de se remobiliser. And I just love what Siobhan just said. I think that rather than blaming each other or trying to protect ourselves, looking for whose fault is it if it's dysfunctional, what if in very local and very small team environment, we begin by feeding each other. I think it's a very human thing, and it's a very good way to begin looking for small solutions. Merci. Je terminerai peut-être en résumant un des résultats qui était intéressant dans mes derniers travaux, qui montre tout le caractère nuancé du masquage chez des personnes trans et non-binaires qui adaptaient leur expression de genre en fonction du contexte.
effectivement, c'était utile parce qu'ils rapportaient significativement moins de discrimination. Mais par contre, ces gens-là rapportaient une moins bonne satisfaction de vie. Et l'effet qui vient avec l'effet caméléon, c'est que ces gens-là passent aux côtés de magnifiques ressources parce qu'ils cachent une partie de leur identité. Et ça, j'ai beaucoup lu là-dessus, puis finalement, je me suis beaucoup intéressée au concept dans les solutions de micro-affirmation, parce qu'on parle beaucoup de micro-agression et on parle souvent de grandes structures d'inclusion, mais on oublie à quel point une simple question peut dire est-ce que tu es en relation amoureuse au lieu de t'as-tu un chum? Ces micro-affirmations-là, un peu partout, peuvent faire vraiment une différence. Et j'aime ce que Chauvin dit par rapport aux environnements. Les contextes d'environnement, d'être un minimum confortable pour se déposer dans le corps et donc dans la relation. Et mon dernier souhait que j'aimerais donc, c'est qu'on voit comment dans les institutions puis dans les équipes, comment on peut être à la fois dans l'inconfort et le désaccord et quand même rester en relation. Comment on peut maintenir la relation malgré le désaccord, parce qu'on a un petit bouton d'exclusion et d'auto-exclusion assez rapide chez les humains dans des grandes structures normées. Je terminerai là-dessus. Peu de temps, beaucoup de choses à dire. Moi, je vous remercie à tous et à toutes, les participants, les panélistes. Quelle chance on a eu aujourd'hui de parler de ce sujet avec vous. On a maintenant plein de réflexions pour créer nos little safety raft. So thank you so much for this reflection, this conversation to our three panelists. I'm very grateful. I know the team is very grateful. Merci aux participantes, aux participants également. We'll send you an email after this conversation with the resources that were shared to us from the panelists. And we wish you a good end of day. Bon après-midi à tous et à toutes. On se revoit le mois prochain. Bonne journée. Thank you. Merci, c'était We would stimulant. keep you, the panelists, si vous pouvez rester. Ah, on a perdu Cécile. Si vous avez, if you guys have 5 minutes.